sommes en 1932, à Moscou. Le cinéaste Sergueï Eisenstein rentre chez lui après un long voyage. Cela fait 3 ans qu'il a quitté le quartier Tchistiye Proudi pour parcourir l'Europe, les États-Unis et le Mexique. Les bras chargés de valises et de malles, il longe un couloir grisâtre, puis pousse une lourde porte. Il pénètre dans son petit 2 pièces standard, typique du régime de Staline. Mais celui-ci ne ressemble à aucun autre. Eisenstein l'a transformé en bibliothèque, et chaque mur est recouvert de livres, du sol au plafond, dans toutes les pièces. Dans cette odeur chaleureuse de vieux papier, il déballe ses souvenirs de voyage. Il y a là un tapis mexicain qu'il fixera au-dessus de son lit, mais aussi des centaines d'ouvrages glanés au cours de ses rencontres. Eisenstein attrape un exemplaire des Enfants terribles, le roman de Jean Cocteau que celui-ci lui a offert et dédicacé à Paris. Il le place sur une étagère entre L'or de Blaise Cendrars et un ouvrage de photos de Man Ray, non loin d'un dessin abstrait de Fernand Léger. Dans un classement qui n'a rien d'alphabétique, mais qui ne doit rien non plus au hasard. Il est le seul à en comprendre le secret. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je suis Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs réflexions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. Donc c'est une bibliothèque qui est aussi une forme de musée personnel. Il y a un véritable montage qui se produit non seulement entre les livres, mais aussi avec les petites statuettes, les figurines. Finalement, pour lui, la bibliothèque, c'est un véritable microcosme, c'est une sorte de monde artistique et intellectuel idéal qu'il se recrée dans un cocon protecteur, puisqu'il faut quand même le rappeler, on est dans un contexte très oppressant, celui de l'URSS stalinienne, où beaucoup d'intérêts, d'amitiés peuvent porter préjudice. Et donc, la bibliothèque devient une forme de refuge. C'est une façon pour lui de résister à des dictats culturels, des dictats idéologiques. Eisenstein décrit même sa relation à la bibliothèque de façon quasi mystique. Il dit que lorsqu'il a la recherche d'inspiration, il attend quasiment que les livres lui envoient des sortes de flots d'informations directement à son cerveau. Il imagine une connexion à cette bibliothèque qui est quasiment une extension de son cerveau. Ada Ackermann est chercheuse en histoire de l'art et commissaire d'exposition. Si j'avais l'occasion d'explorer sa bibliothèque à elle, je verrais que ses recherches s'étendent sur des domaines et des époques très variés. Mais elles ont presque toutes comme point de départ le cinéaste Sergueï Eisenstein. On ne choisit pas les objets sur lesquels on travaille par hasard. Et si je me suis autant pris d'intérêt pour Eisenstein, c'est précisément parce qu'il permettait de décloisonner les disciplines, les cultures. Je pense qu'en étant moi-même issue d'une famille qui a traversé plusieurs pays, qui a traversé aussi plusieurs objets. Ma mère a eu plusieurs carrières professionnelles. Mes parents, comme beaucoup de juifs soviétiques, ont émigré d'abord en Israël dès que c'était possible dans les années 70. Et ensuite, ils ont encore émigré en France. Donc, dans Eisenstein, évidemment, ça peut paraître un peu modeste, mais je me suis vraiment retrouvée. Et donc, j'ai trouvé beaucoup d'affinités. Et le facteur déclenchant, c'est que ma mère, qui est traductrice du russe au français et du français au russe, a reçu une commande à propos des dessins érotiques d'Eisenstein pour le Seuil. Et lorsque j'ai découvert ces dessins, j'ai été complètement stupéfaite parce que ces dessins extrêmement audacieux, parfois très blasphématoires, ne correspondaient pas du tout à l'idée que je me faisais de ces films. Et du coup, j'ai cherché à en savoir plus et ça m'a conduit à un premier travail de maîtrise en histoire de l'art sur les liens entre le cinéma et la pratique graphique d'Eisenstein. Donc voilà, j'ai toujours eu cette appétence pour les images
Et pour le dessin, j'étais fascinée par les visages. Je voulais tout le temps dessiner, je faisais tout le temps des caricatures. Et petite, moi, je rêvais d'être plutôt illustratrice de livres pour enfants. Mes parents m'en ont vite dissuadée, parce que c'est vrai que mon père, en tant qu'artiste, c'était assez difficile pour lui. Il a eu une trajectoire assez complexe. Et donc, ils ont essayé de dissuader cette volonté de travailler comme artiste. Ça m'a conduit à faire des classes préparatoires littéraires. Et ensuite, j'ai eu le concours de l'École normale supérieure. Quand Ada Ackerman rentre à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, elle ne pense pas retrouver si vite une connexion avec sa passion pour les arts graphiques. J'ai eu beaucoup de chance parce que venait tout juste de s'ouvrir une section dédiée à l'histoire de l'art. J'ai eu cette chance formidable de pouvoir suivre notamment les cours de Nadège Lannéry-Dagen. C'était une révélation. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est l'histoire de l'art qui m'intéresse. En plus, c'est une matière nécessairement interdisciplinaire, puisque pour comprendre une œuvre, il faut évidemment prendre en compte son contexte, les références littéraires, philosophiques. Et donc là, je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il me faut, parce que j'ai toujours eu... J'ai beaucoup de difficultés à me dire que je vais me cantonner à un seul domaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les disciplines se rencontrent. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la manière dont le cinéma croise les autres arts, comment les cultures aussi se rencontrent. J'essaye de ménager des carrefours, des passages, des circulations entre les objets. C'est donc avec cette approche qu'Ada Ackerman aborde les multiples productions d'Eisenstein. Ses dessins érotiques, mais aussi ses films et ses innombrables écrits. Et une fois qu'on a mordu à son univers, c'est très très difficile d'en décrocher, parce que comme c'est un artiste de l'inachèvement, il y a énormément de matériaux qui sont dans les archives, qui n'ont pas encore été publiés ou pas bien étudiés. Donc Naum Kleiman, qui a déjà quasiment dédié toute sa vie à Eisenstein, qui a longtemps dirigé le musée du cinéma à Moscou, n'a cessé de me dire qu'il y aurait là du matériau pour plusieurs générations d'Eisensteiniens. Et d'ailleurs, je dois dire que je suis loin d'être la seule. Il y a toute une génération d'Eisensteiniens en France, mais aussi à l'étranger, qui ont mon âge ou même un peu plus jeunes. Et c'est très stimulant qu'on travaille tous ensemble. On est une forme de pléiade. Et il y a tellement de matériaux qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, j'ai envie de dire. Sergei Eisenstein n'est pas seulement un cinéaste soviétique du début du XXe siècle. Il est sans doute le réalisateur de cinéma le plus célèbre au monde à l'époque, car il est l'auteur d'un film considéré universellement comme un chef-d'œuvre, dès sa sortie en 1925. C'est le cuirassé Potemkin. C'est par ce film qu'Eisenstein a noué les innombrables contacts à l'étranger qui lui ont permis d'enrichir sa bibliothèque. Une scène du film, en particulier, marque les esprits partout où elle est projetée et influencera des générations de cinéastes, dont Martin Scorsese et Brian De Palma. C'est la séquence du landau. Une foule insurrectionnelle se fait réprimer par des Cosaques de manière extrêmement violente dans les escaliers d'Odessa. Et pour montrer l'injustice de ce massacre, Eisenstein se concentre sur des personnes plus vulnérables, des femmes avec enfants. Il montre comment un landau avec un petit bébé dévale les escaliers parce que sa mère a été tuée et le bébé est projeté en dehors du landau, évidemment voué à une mort certaine. C'est une scène qui, encore aujourd'hui, n'a rien perdu de sa superbe ni de sa puissance, qu'Eisenstein a vraiment construit de façon extrêmement méticuleuse, en alternant les champs contre champs, en alternant les diagonales, les contre-plongées, les plongées. Donc la conscience du spectateur est elle-même martelée, comme si le spectateur lui-même se faisait tirer dessus ou taper dessus par les Cosaques. Et donc c'est devenu une séquence d'anthologie du cinéma mondial. Les studios hollywoodiens vont préconiser à leurs employés d'étudier le cuirassé Potemkin comme on étudierait les chefs-d'œuvre de Rubens ou de Michel-Ange pour toucher le public. Alors, il faut imaginer ce que ça représente qu'un studio hollywoodien donne comme modèle un film qui incarne l'idéologie soviétique dans toute sa splendeur.
Ada Ackerman commence à fréquenter la bibliothèque du cinéaste à partir de 2005, quand elle décide de faire une thèse en histoire de l'art après ses études à l'École normale supérieure. Elle réalise peu à peu que l'agencement des livres du cinéaste correspond à une forme de montage dont elle serait la spectatrice, comme tous les visiteurs du lieu avant elle. Alors quand on pénétrait dans le cabinet Eisenstein et qu'on se confrontait à ces rayonnages par milliers, tout de suite sautait aux yeux l'agencement très spécifique des livres qui n'obéissaient à aucune codification bibliométrique en vigueur. On pouvait vraiment passer du coq à l'âne, on pouvait avoir tout un rayonnage dédié aux personnalités exceptionnelles, au génie, et puis juste en dessous avoir tout un rayon sur l'histoire du théâtre russe. Donc on avait du mal parfois à suivre la logique. Et c'est ensuite en lisant les passages d'Eisenstein dans ses mémoires ou dans ses textes théoriques dédiés au livre, parce qu'il parle beaucoup de sa relation au livre, qu'on pouvait un peu plus élucider comment concrètement il avait décidé d'organiser sa bibliothèque. Et Eisenstein, dans ses écrits, revendique un modèle associatif. Il dit d'ailleurs parfois très clairement, ce n'est pas l'originalité de tel ou tel ouvrage qui parfois est intéressant dans ma bibliothèque, c'est leur combinaison. Oui, par exemple ? Il avait tout un rayon dédié aux sciences occultes. C'est aussi quelque chose qui aurait pu lui porter préjudice parce que c'était des sciences occultes complètement tabous en Union soviétique. Et là où il produit des effets de montage absolument saisissants, c'est qu'il va mettre à proximité de ces rayons donc dédiés à l'ésotérisme, il va mettre des livres qui sont consacrés aux techniques spirituelles des jésuites, par exemple, Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, préconisait aux fidèles d'essayer de ressentir par l'imagination les souffrances du Christ en faisant appel à tous leurs sens. Les exercices spirituels de Loyola le fascinent parce qu'il y voit une proximité avec l'exercice du cinéma, ce que le cinéma peut produire chez un spectateur en termes de capture de l'attention, en termes de modification non seulement de la psyché du spectateur, mais même de ce qu'il ressent dans son corps. Donc c'est vrai que c'est une comparaison assez audacieuse. Et en témoigne dans l'agencement de sa bibliothèque le fait qu'il juxtapose les livres consacrés aux exercices spirituels de Loyola aux exercices de théâtre consignés par Konstantin Stanislavski dans son livre « An Actor Prepares ». Et chez Stanislavski, il y a des processus similaires puisqu'il recommande à l'apprenti comédien de mobiliser en imagination tous ses sens pour accéder à une interprétation la plus convaincante possible du rôle qu'il est en train d'exécuter. Avec Eisenstein, on a la chance de bénéficier de données extrêmement précises. Il était un peu maniaque avec ses livres et donc il avait tendance à inscrire dans chacun de ses ouvrages le lieu d'acquisition, la date, les circonstances. Et en plus, c'est quelqu'un qui a noté frénétiquement ses ouvrages. J'ai fait toute une campagne photographique où j'ai récolté toutes ces annotations, toutes ces marginalia. Et donc on peut reconstituer en grande partie ce dialogue intellectuel d'Eisenstein avec ses ouvrages. Ces annotations dans les livres sont d'autant plus précieuses que le génie du cinéma mondial aurait pu ne laisser que des films. Peu avant sa mort, en 1948, il est à nouveau désavoué par Staline après que son dernier film, Ivan le Terrible, est considéré comme trop critique envers le dictateur. Sa veuve ne peut donc pas obtenir qu'on transforme son appartement en musée. Elle parvient juste à reconstituer la bibliothèque dans le nouvel appartement qui lui est attribué. Le lieu est connu à Moscou sous le nom du cabinet Eisenstein. Ada Ackerman en entend parler dès sa plus tendre enfance. Dans mon travail et mon parcours de recherche, il y a eu beaucoup de chance, de hasard et de rencontres. Et il se trouve que ma grand-mère, en fait, je viens d'une famille russe et ukrainienne, et du côté de ma mère, qui est russe,
Mes grands-parents habitaient à Moscou et ils habitaient juste au-dessus de l'appartement reconstitué d'Eisenstein. Et donc, ils connaissaient Naum Kleiman, ce grand spécialiste d'Eisenstein. C'était un grand ami. Donc, on peut dire d'une certaine façon qu'il y avait peut-être une prédisposition familiale à ce que je travaille sur lui. On se dit tout a déjà été écrit sur Eisenstein, et c'était d'ailleurs une des grandes difficultés pendant ma thèse, c'était de maîtriser une bibliographie absolument proliférante, alors qu'en réalité, il reste énormément de choses à découvrir, à promouvoir. Et donc, je trouve très passionnant et stimulant d'essayer de proposer d'autres regards sur lui. Et ce qui m'a intéressé ensuite, c'est de procéder par arborescence, c'est-à-dire qu'Eisenstein, évidemment, il ne travaille pas seul, il y a tout un réseau d'artistes, de collaborateurs, et donc forcément, quand on s'intéresse à lui, on s'intéresse aussi aux autres personnes qui ont rendu possible ces travaux. Et après, un autre champ de recherche, c'est vraiment ces relations entre le cinéma et les autres arts, les liens entre cinéma et sculpture, les liens entre cinéma et peinture. Donc non seulement de le décentrer d'une approche strictement cinématographique, mais en insistant aussi sur ses relations avec les avant-gardes mexicaines, européennes, américaines, de montrer que finalement Eisenstein n'est pas qu'un artiste russe et soviétique, mais qui s'inscrit aussi dans une dynamique globale et mondiale. Je trouve que c'est vraiment important. Grâce au succès du cuirassé Potemkin en 1925, Eisenstein obtient de Staline l'autorisation d'aller en Occident étudier les techniques de cinéma sonore. Ce voyage, qui va durer 3 ans, est une des clés des recherches d'Ada Ackerman. Car c'est à partir de là que le champ d'influence et d'inspiration du cinéaste va s'étendre bien au-delà du cinéma et bien au-delà de l'Union soviétique. Quand Eisenstein arrive à Paris en 1929, il a sous le bras la pellicule de son nouveau film, intitulé La Ligne Générale. Un manifeste communiste dont l'action se déroule cette fois-ci dans le monde agricole et qu'il doit projeter à la Sorbonne devant un parterre d'intellectuels français. J'ai pu retrouver son agenda et c'est génial. Sur chaque page, il a plusieurs rendez-vous. Il va fréquenter tout le gratin artistique, culturel. Et avec Cocteau, c'est une très grande amitié qui se noue. Il faut aussi rappeler qu'ils partagent beaucoup de passions communes, dont le dessin. Et lorsqu'Eisenstein reviendra en URSS, ils vont aussi avoir une correspondance assez nourrie. Ça, c'est quelque chose de très important qui prolonge d'une certaine façon la bibliothèque, c'est les lettres. Quand Eisenstein se retrouve un peu isolé, tous ces contacts très stimulants avec l'avant-garde européenne, américaine, mexicaine lui manquent. Et donc, il va continuer à échanger avec tous ses amis pour continuer à se maintenir informé des innovations artistiques et intellectuelles. Et Cocteau va aussi beaucoup l'aider dans ses démarches administratives, parce que Eisenstein a beaucoup de démêlés avec la police, qui est très inquiète qu'un tel bolchevique, un tel représentant du cinéma subversif soviétique soit présent en France. Par exemple, le préfet de police Chiappe fait interdire la projection de La Ligne Générale à la Sorbonne. Et donc, Cocteau va beaucoup utiliser ses relations pour aider Eisenstein à avoir des papiers qui lui permettent de rester jusqu'à ce qu'il puisse partir ensuite aux États-Unis. L'annulation de la projection de La Ligne Générale fait grand bruit à Paris. Un des piliers de l'avant-garde parisienne, le bibliothécaire et poète Georges Bataille, propose à Eisenstein une autre manière de faire connaître son film. Non plus au cinéma, puisqu'on le lui interdit, mais en images, au sein de la revue culturelle Document. Il demande à Eisenstein d'extraire des photogrammes de La Ligne Générale et d'en composer un montage dans la page. Et ce montage est censé illustrer les objectifs du film, notamment en termes de dialectique des formes. Et ça, c'est un aspect qui m'a toujours intéressée, c'est qu'Eisenstein pratique le montage dans tous ses supports. Sur une double page de la revue, Eisenstein dispose 30 images, principalement des visages d'hommes et de femmes aux expressions fortes, ainsi que des animaux. Les personnages de ces vignettes semblent se répondre les uns aux autres. Il crée une forte impression sur le lecteur, comme si ces visages s'adressaient directement à lui. Ce qui m'a toujours aussi beaucoup frappé chez Eisenstein, c'est son intérêt pour les physionomies outrancières, caricaturales, excessives.
Ce n'est pas un hasard parce que j'ai moi-même pratiqué la caricature et donc ce côté, cette dimension d'Eisenstein caricaturiste, c'est quelque chose qui m'a très vite interpellée. Et c'est vrai que Eisenstein est un artiste du visage. Ce qui l'intéresse, c'est d'isoler une physionomie, d'isoler un trait spécifique, d'où l'intérêt chez Eisenstein et son recours régulier au gros plan. Ça obéit aussi à une conception très importante pour Eisenstein de ce qu'il appelait la pars pro toto, la part pour le tout, ou la synecdoque si vous voulez. C'est que une partie, si elle est bien choisie et bien montée, ça permet de beaucoup plus frapper l'imagination et la vision du spectateur que si on montre le tout. En se familiarisant avec les innombrables textes du cinéaste, Ada Ackerman découvre que cette volonté de marquer le spectateur est partout dans les travaux d'Eisenstein. Il y a un très fameux texte qui s'intitule « Le montage des attractions », où Eisenstein déclare que son matériau premier, c'est la conscience du spectateur, qui doit être malléable à souhait, grâce à des stimuli bien choisis et bien ordonnés, pour qu'on amène le spectateur vers une conclusion idéologique donnée. Eisenstein a une vision mathématique de son art et il pense, ce qui est aussi très en phase avec son temps, qu'on peut finalement, à l'aide de calculs, trouver la bonne équation, le bon modèle artistique pour amener un spectateur à un état donné. Pour trouver la bonne formule, Sergei Eisenstein cherche l'inspiration du côté des artistes ayant précédé la naissance du cinéma, mais chez lesquels il décèle des notions de montage avant l'heure. Dans les rayonnages de la bibliothèque du cinéaste, Ada Ackerman découvre des références à Michel-Ange, à Rodin ou encore au caricaturiste français Honoré Daumier. Elle consacre sa thèse à l'influence de ce dernier sur l'œuvre du cinéaste. J'ai pu découvrir qu'il avait acquis très jeune une monographie d'un certain Kurt Bertels sur Daumier, qui avait plusieurs pages cornées. Ça m'a permis de savoir quelle lithographie il avait particulièrement appréciée et aimée. Il y avait une lithographie absolument savoureuse de Daumier intitulée « Le ventre législatif », qui représente l'Assemblée des députés de l'époque, de façon très caricaturale. Elle est extraordinaire parce qu'elle est extrêmement dynamique. D'ailleurs, moi-même, j'y voyais, peut-être est-ce une projection de ma part, mais j'y voyais comme un assemblage de pellicules filmiques à travers les bancs de l'hémicycle qui se superposent. Et donc, ce n'est pas tout à fait étonnant qu'il ait voulu mobiliser une telle lithographie en imaginant un plan qui s'inspirait d'elle. À travers des œuvres que Sergei Eisenstein a aimées et commentées dans ses carnets, Ada Ackerman devient peu à peu spectatrice des films qui n'ont existé que dans la tête du cinéaste. La caricature de Daumier fait partie des œuvres citées par Eisenstein pour son adaptation filmique du Capital, l'ouvrage de Karl Marx. Une adaptation qui ne sera jamais tournée. Lors de son voyage en Occident, au tournant des années 30, Sergei Eisenstein a plusieurs films en cours de développement dans ses valises. Aucun ne verra le jour, ni auprès des studios hollywoodiens, ni au Mexique, où il a pourtant commencé le tournage d'un film, intitulé « Que viva Mexico ». Finalement, on pourrait dire que beaucoup du travail d'Eisenstein est une histoire d'inachèvement et d'échec. Moi, je trouve que l'œuvre non achevée et avortée d'Eisenstein est presque plus intéressante que les films pour lesquels on le connaît. Que viva Mexico a une place de choix dans la bibliothèque du cinéaste. Il occupe une étagère pleine, qui déborde de livres et de bibelots, et qui permettent de se faire une idée de ce qu'aurait donné le film s'il avait été terminé. Ada Ackerman y a notamment découvert un ouvrage d'Anita Brenner intitulé « Les idoles derrière les autels ». J'ai pu consulter son exemplaire qu'elle lui avait dédicacé et qu'il avait frénétiquement annoté. C'est presque, si vous voulez, un vade-mecum de sa conception du film. Ce qui est très précieux aussi, c'est que c'est un livre très illustré, avec des gravures de Posada, des muralistes, de Rivera. Et donc, j'ai pu vraiment voir quels avaient été ces modèles iconographiques dans le film. Depuis une dizaine d'années, la bibliothèque d'Eisenstein et ses milliers d'ouvrages a pris un sens nouveau pour Ada Ackerman. Ce n'est plus une source d'information parmi d'autres sur le cinéaste, mais un sujet d'étude à part entière,
puisqu'elle coordonne un ouvrage collectif sur le contenu de la bibliothèque. C'est un projet de longue haleine qu'on est sur le point de boucler. Donc je le mène avec un coéditeur américain qui s'appelle Luca Arsenyuk. On se limite à 100 ouvrages qu'on considère avoir été fondamentaux pour telle ou telle raison pour Eisenstein. Et on confie une notice par ouvrage à un spécialiste d'Eisenstein. Donc l'idée, c'est aussi de rassembler les spécialistes d'Eisenstein à travers le monde entier. Donc c'est vraiment une entreprise collective et je trouve que c'est très important quand on parle de bibliothèque, puisqu'une bibliothèque, c'est aussi un assemblage d'esprits très différents. C'est un véritable dialogue. Cette dimension de dialogue, elle est absolument fondamentale dans un projet tel que celui-ci. Et ensuite, cette bibliothèque, malheureusement, elle a été démantelée. En 2018, c'est une histoire assez tragique. Et ces collections ont été en grande partie rapatriées dans le nouveau bâtiment du musée du cinéma à Moscou. Ce qui fait que la bibliothèque n'est plus consultable en tant que telle. Elle est rangée dans des cartons et d'autres ouvrages ont été versés aux archives littéraires et artistiques d'État de Russie, RGALI, à Moscou, qui sont d'ailleurs un fonds très important pour moi parce que c'est là où se trouve la majorité des archives d'Eisenstein. Dans ces archives figurent des carnets d'Eisenstein dans lesquels il fait état aussi de ses lectures et dans lesquels il prélève des citations. Donc là aussi, ça permet de croiser les sources. Et pour moi, en tant que chercheuse, c'est une tragédie aujourd'hui parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais y retourner, étant donné la situation de la guerre en Ukraine. Pour la chercheuse, même s'il existe de nombreuses photos, rien ne pourra jamais remplacer les rayonnages du sol au plafond, les bibelots prenant la poussière et les tas de livres dans les coins. L'expérience physique de la bibliothèque d'Eisenstein était unique. L'intuition est très importante et c'est pour ça que je redoute beaucoup la numérisation à outrance des fonds. On a tous eu l'expérience de chercher un livre dans un rayon et puis tout à coup d'avoir l'œil attiré par un autre livre auquel on n'avait pas pensé initialement et qui finalement s'avère être une source d'inspiration importante. Moi, peut-être le plus beau cas de découverte comme ça, par hasard, que j'ai pu faire, c'était au musée Rodin à Paris, parce qu'Eisenstein a réalisé un petit film plutôt à visée mercantile lorsqu'il était à Paris, qui s'appelle Romance sentimentale, qui est tourné en partie au musée Rodin. Et donc, je cherchais des informations sur ce tournage. Et au musée Rodin, j'ai fouillé par, disons, acquis de conscience. Et tout à fait par hasard, je suis tombée sur le scénario du film Romance sentimentale, sachant que ce scénario n'existe dans aucune autre archive. Et donc ça, c'est vrai que c'était un hasard incroyable et une très belle découverte aussi pour les équipes du musée Rodin qui ne soupçonnaient pas avoir un scénario d'Eisenstein dans leur fonds. Pour Ada Ackerman, la bibliothèque d'Eisenstein est plus qu'un fonds inépuisable d'informations sur le cinéaste. C'est une source d'inspiration pour son métier de commissaire d'exposition. Car Eisenstein, parmi ses livres, exposait des œuvres d'art. Des dessins que des artistes, comme Fernand Léger, avaient réalisés pour lui, mais aussi des œuvres acquises, comme les gravures de Jean-Baptiste Piranèse, un artiste de la Renaissance, fasciné par les ruines de l'Antiquité. Eisenstein était passionné par Piranèse, par ses architectures folles, extatiques, comme il les qualifiait. Et pour Eisenstein, une des caractéristiques des architectures de Piranèse, c'est qu'elles semblent vouloir faire disloquer le cadre, comme si les éléments architecturaux cherchaient à s'échapper du cadre. Et donc Eisenstein, dans son appartement, avait disposé les gravures de Piranèse de telle sorte à accentuer ce caractère dynamique intrinsèque. Donc on pouvait vraiment faire une sorte de visite guidée dans l'univers mental d'Eisenstein. Et ça, c'était aussi extrêmement émouvant. Depuis 2010, Ada Ackerman s'inspire régulièrement des réflexions d'Eisenstein dans sa pratique curatoriale. Elle a participé entre autres à une grande exposition sur le cinéaste au Centre Pompidou-Metz en 2019. Et plusieurs autres expositions, dont le seul point commun avec Eisenstein est leur caractère foisonnant, dépassant le cadre d'un seul média ou d'une seule culture. Elle fait partie du laboratoire Talim, comme théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité. Son prochain projet d'exposition s'appuie sur les travaux d'Alexandre Geffen, chercheur au sein du même laboratoire, autour de l'histoire culturelle de l'intelligence artificielle. Le défi d'Ada Ackerman sera de trouver le moyen, à la manière d'Eisenstein, de captiver la conscience des visiteurs.
Ce podcast est produit par l'Institut national d'histoire de l'art, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des notes ou des étoiles et à partager autour de vous.